9 novembre 2025. Un objet de la taille de l'Île-de-France se dirige à travers le système solaire. 5,6 km de diamètre, suffisant pour exterminer toute l'humanité. Plus destructeur que 1000 guerres nucléaires combinées, et la NASA vient de confirmer quelque chose d'atterrissant. Il peut changer sa trajectoire. Il y a 66 millions d'années, un astéroïde de 10 km a frappé la péninsule du Yucatan. Il a créé le cratère Chicxulub, 200 km de diamètre, 30 km de profondeur. L'énergie libérée était équivalente à 100 billions de tonnes de TNT, 10 000 fois tout l'arsenal nucléaire du monde. 75% de toutes les espèces de la planète ont disparu, y compris tous les dinosaures non aviaires. L'impact ne les a pas tués directement. C'était plus sinistre, plus lent, plus total. La Terre est entrée dans l'obscurité. Poussière et cendres ont bloqué le soleil pendant des années. Les températures globales ont chuté de 15 à 20 degrés Celsius. La photosynthèse s'est arrêtée. Les plantes sont mortes. Les herbivores sont morts. Les carnivores sont morts. Les chaînes alimentaires se sont effondrées en cascade. Hiver cosmique, plus dévastateur que n'importe quel hiver nucléaire imaginé par les stratèges de la guerre froide. Il a duré des années, peut-être des décennies. Et quand il a finalement pris fin, le monde avait changé à jamais. 3/4 de la vie sur Terre avait disparu, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. 3I, Atlas, à 5,6 km de diamètre, 56% de la taille de l'impacteur de Chicxulub. Mais il voyage plus vite, beaucoup plus vite. Vitesse interstellaire, 58 km par seconde, 209 000 km par heure. 3 fois plus vite que les astéroïdes typiques qui orbitent autour du Soleil, l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse. Cela signifie que 3I Atlas, bien que plus petit, transporte une énergie comparable à l'impacteur de Chicxulub, possiblement plus. S'il frappait la Terre, la libération d'énergie serait d'environ 3 fois 10 à la puissance 7 mégatonnes de TNT, 30 millions de mégatonnes, un nombre si grand qu'il perd tout son sens. Pour comparaison, la bombe nucléaire la plus puissante jamais déclenchée, la Tsar Bomba soviétique, a libéré 50 mégatonnes. L'impact de 3I Atlas libérerait 600 000 fois cette énergie, 600 000 Tsar Bomba, explosant simultanément. En un seul point, le cratère résultant aurait environ 100 km de diamètre. Tout dans un rayon de 1500 km du point d'impact serait incinéré instantanément. Des tremblements de terre de magnitude 10 ou plus secoueraient des continents entiers. Des tsunamis de centaines de mètres de haut balayeraient les côtes à des milliers de kilomètres de distance. Mais ce ne serait que le début. Le véritable tueur serait ce qui vient après. L'hiver cosmique. 2,5 fois 10 à la puissance 15 kg d'aérosol, particules d'un micromètre, éjectées dans la stratosphère, distribuées dans toute l'atmosphère en quelques jours, absorbant et réfractant la lumière solaire avant qu'elle n'atteigne la surface, la température globale chuterait rapidement, 10 à 20 degrés Celsius en quelques semaines. Les récoltes seraient compromises mondialement. Les réserves alimentaires s'épuiseraient en quelques mois, la famine massive suivrait, ensuite viendrait l'effondrement de la civilisation, et finalement l'extinction. Pas de toutes les espèces. Les humains sont résistants, certains survivraient. Dans des refuges, dans des bunkers profonds, dans des régions équatoriales protégées, mais l'humanité telle que nous la connaissons prendrait fin. Les 8 milliards de personnes seraient réduites à des millions, peut-être moins. La technologie serait perdue, la connaissance se fragmenterait, la civilisation reculerait de siècles, peut-être de millénaires. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la physique. C'est ce que les modèles scientifiques prédisent pour les impacts de cette magnitude. Et 3I Atlas a exactement cette magnitude.
Mais il y a quelque chose de plus inquiétant que la taille de l'objet. Quelque chose que les scientifiques ont découvert en octobre. Quelque chose que la NASA ne discute pas publiquement. 3I Atlas présente une accélération non gravitationnelle. Le 29 octobre, lorsque l'objet est passé au périhélie, il a accéléré. Pas à cause de la gravité du Soleil, à cause de quelque chose d'autre. 4022 observations de 227 observatoires ont mesuré l'accélération. Environ 0,0001 mètre par seconde au carré. Petit, mais inéquivoque et statistiquement significatif. Pour une comète naturelle, cette accélération proviendrait de la sublimation de la glace. Gaz éjecté du noyau, créant un effet de fusée. Mais les images du 5 novembre montrent quelque chose d'impossible. Pas de queue visible, pas de coma, pas de preuve du nuage de gaz massif qui devrait exister si l'accélération était causée par la sublimation. Avi Loeb a calculé les chiffres. Si l'accélération était naturelle, l'objet aurait perdu 13% de sa masse. 4 milliards de tonnes de matière éjectées dans l'espace. Cette quantité de gaz créerait un coma brillant, visible depuis la Terre. Détectable par tous les principaux télescopes, mais il n'y a pas de coma, ce qui signifie que l'accélération n'est pas naturelle, ce qui signifie que l'objet a une sorte de système de propulsion, ce qui signifie qu'il peut changer sa trajectoire. Et cela change tout. Un astéroïde en orbite prévisible n'est pas une menace. Nous pouvons calculer sa trajectoire des siècles à l'avance. Nous savons s'il va frapper. Nous savons quand. Nous savons où. Et s'il représente un danger, nous pouvons essayer de le dévier. Mais un objet avec une propulsion active est complètement différent. Sa trajectoire n'est pas prévisible. Il peut changer, à tout moment, pour n'importe quelle raison. Si 3I Atlas peut manœuvrer, alors les garanties de la NASA qu'il ne représente pas une menace deviennent sans signification, parce que ces garanties sont basées sur des calculs orbitaux qui supposent une trajectoire purement gravitationnelle. S'il y a une propulsion, les calculs sont invalides. Aujourd'hui, 9 novembre 2025, 3I Atlas est à environ 300 millions de kilomètres de la Terre. SR, lointain, sans risque de collision. Le 19 décembre, il atteindra son point de proximité maximale, 1,8 unités astronomiques, 268 millions de kilomètres, toujours incroyablement loin, toujours parfaitement SR, selon la physique orbitale conventionnelle. Mais si l'objet a une propulsion, tout change. Considérons un scénario hypothétique. Juste une expérience mentale, basée sur la physique réelle et la technologie que nous avons déjà. La sonde Dawn de la NASA a utilisé la propulsion ionique pour voyager vers les astéroïdes Vesta et Cérès. Son moteur ionique pouvait générer une accélération d'environ 0,0001 mètre par seconde au carré, exactement la même accélération que 3I Atlas a affichée au périhélie. Une accélération minuscule, mais significative. Avec cette accélération, la sonde Dawn pouvait changer sa vitesse d'environ 1 km par seconde sur une période de 3 ans de fonctionnement continu. Une patience cosmique. 3I Atlas voyage actuellement à 58 km par seconde par rapport au Soleil. Si elle avait une propulsion ionique comparable à celle de Dawn, et si elle fonctionnait continuellement pendant 6 mois, elle pourrait changer sa vitesse d'environ 200 mètres par seconde. Cela ne semble pas beaucoup, mais à des distances astronomiques, de petits changements de vitesse entraînent de grands changements de position, des implications colossales. Un changement de vitesse de 200 mètres par seconde appliqué maintenant pourrait modifier la trajectoire de l'objet de millions de kilomètres lorsqu'il atteindra l'orbite de la Terre. Un effet papillon cosmique. Il pourrait rapprocher le point d'approche maximal, de 268 millions de kilomètres à 100 millions, à 50 millions,
à 10 millions, à 0, ceci est un scénario purement hypothétique, une simulation, une possibilité parmi d'autres. Il n'y a aucune preuve que 3I Atlas manœuvre vers la Terre. Il n'y a aucune indication d'intention hostile. Il n'y a aucune raison de paniquer. Pas encore. Mais il n'y a pas non plus de raison de faire preuve de complaisance. L'indifférence serait fatale, parce que le fait fondamental est le suivant. Si l'objet a une propulsion, il peut changer de cap. Et s'il peut changer de cap, alors toutes les garanties de sécurité deviennent conditionnelles, précaires, illusoires, sûres tant qu'il ne manœuvre pas, sûres tant qu'il continue sur sa trajectoire actuelle. C'est la clause, sûre tant que celui qui, ou ce qui contrôle cet objet, décide de ne pas le diriger vers nous. Un acte de grâce, un caprice, et là est le problème. Nous ne savons pas qui ou quoi contrôle l'objet. Nous ne connaissons pas son but. Nous ne connaissons pas ses intentions. Absolument rien. Nous ne savons pas s'il y a même des intentions. Un vide sidéral. Il pourrait s'agir d'une sonde robotique ancienne, envoyée il y a des millions d'années par une civilisation aujourd'hui éteinte, programmée avec une mission que nous ne comprenons plus, suivant des instructions gravées dans un matériel qui a survécu à des voyages interstellaires d'éons, un écho du passé. Il pourrait s'agir d'un artefact naturel, doté de propriétés inhabituelles, qui imite la technologie. Une physique exotique que nous ne comprenons pas, des phénomènes qui semblent artificiels mais sont naturels, un mirage cosmique où il pourrait s'agir exactement de ce qu'il semble être. Un vaisseau construit par une intelligence activement contrôlée, avec un objectif spécifique, un dessein caché, nous ne le savons pas. Nous sommes dans le noir complet. Et cette incertitude est terrifiante, une peur primordiale. Le 31 octobre, la représentante Anna Paulina Luna a envoyé une lettre à la NASA, exigeant la publication des images de E-Rise. Des images prises les 2 et 3 octobre lorsque 3I Atlas est passé à 30 millions de kilomètres de Mars. Une observation cruciale. Ces images ont une résolution 3 fois meilleure que les meilleures images publiques du Hubble. Elles pourraient montrer des détails structurels de l'objet, sa forme, sa surface. Des caractéristiques qui indiqueraient s'il est naturel ou artificiel. Des indices vitaux. La NASA a ces images depuis plus d'1 mois et ne les a pas publiées. Un silence assourdissant. Pourquoi? Pourquoi ce secret? Une possibilité est la bureaucratie. Un arrêt gouvernemental, des processus de révision lents, rien de sinistre, juste une incompétence administrative typique. Le rasoir d'Occam. La réponse la plus simple est souvent la bonne. Une autre possibilité est plus préoccupante. Que les images montrent quelque chose. Quelque chose que la NASA considère comme trop sensible pour être révélé au public. Quelque chose qui changerait fondamentalement notre façon de voir cet objet. Un Pandora cosmique. Quelque chose qui confirmerait qu'il n'est pas naturel. Une révélation, un seuil. La Chine a publié ces images de Tianwen-1 le 5 novembre. Sans fanfare, sans dramatisme, juste des données, montrant 3I Atlas comme une source ponctuelle sans queue visible. Un fait brut. Les États-Unis gardent leurs images de plus haute résolution classifiée. Un contraste frappant. Que montrent ces images que nous ne pouvons pas voir? Que cachent-ils? Le 28 octobre, le Comité de la science, de l'espace et de la technologie de la Chambre des représentants a reçu un briefing classifié sur 3I Atlas, un huis clos. Les détails ne sont pas publics, mais la réaction a été remarquable. Anna Paulina Luna, qui a assisté au briefing, a immédiatement écrit une deuxième lettre plus urgente exigeant la divulgation des données. Une alarme sonnait. Qu'est-ce qu'on lui a dit dans ce briefing qui l'a motivé à rendre publique sa demande?
Quel secret lui a été confié? Ce sont les questions que nous devrions nous poser, les questions que les médias devraient examiner, les questions auxquelles le public a le droit d'obtenir des réponses. La transparence est essentielle, parce que si 3i Atlas n'est qu'une comète inhabituelle avec une chimie exotique, dites-le nous, publiez les données, mettez fin à la spéculation. Apaisez nos craintes. Mais si c'est autre chose, s'il y a une possibilité qu'il ait une capacité de manœuvre, s'il y a un scénario où il pourrait représenter une menace, un danger imminent, alors le public doit le savoir. Maintenant, pas après, pas quand il sera trop tard. L'heure tourne. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes a activé une campagne spéciale de surveillance, du 27 novembre au 27 janvier. 62 jours d'observation continue, coordonnés internationalement avec de multiples télescopes, de multiples instruments, de multiples techniques de mesure, une veille constante. Officiellement, il s'agit d'un exercice d'entraînement, une occasion de pratiquer le suivi d'objets cométaires, un alibi officiel. Mais pourquoi cet objet spécifique? Pourquoi 62 jours de surveillance continue? Pourquoi exige-t-il un enregistrement préalable et une assistance à un atelier pour participer? Quelle est la vérité cachée? Que recherche-t-il réellement? Que cherche-t-il vraiment? Une possibilité et des changements de trajectoire, tout écart par rapport à l'orbite prédite gravitationnellement, tout signe d'accélération supplémentaire, tout indice de manœuvre active. La preuve irréfutable. S'il détecte une manœuvre, nous le saurons. Les données astrométriques sont publiées régulièrement au Minor Planet Center. Elles sont publiques. Tout changement significatif dans l'orbite serait visible immédiatement. La science parlera. À moins qu'il ne décide de classifier ces données. À moins qu'il ne détermine que l'information sur la capacité de manœuvre est trop sensible pour être divulguée. Un silence orchestré. À moins qu'il ne décide que la panique publique serait pire que de garder le secret. Un calcul macabre. Je ne suggère pas de complot. Je signale des possibilités. Des scénarios que nous devrions envisager. Des questions que nous devrions poser, un examen de conscience, parce que la situation est sans précédent. Nous n'avons jamais observé auparavant un objet interstellaire avec ces caractéristiques. Nous n'avons jamais vu d'accélération non gravitationnelle, sans les effets secondaires attendus. Nous n'avons jamais eu à nous demander si un objet astronomique pouvait avoir une propulsion artificielle. Jamais. Nous sommes en territoire inconnu. Et nous devons réfléchir attentivement à ce que cela signifie. Une nouvelle frontière. L'impact de Chicxulub était aléatoire. Un morceau de roche sur une orbite incorrecte au mauvais moment. Sans intention, sans but. Seulement de la physique et de la probabilité. Le hasard aveugle. Si 3i Atlas a une propulsion, ce n'est pas aléatoire. Il y a une intention. Il y a un but. Il y a une intelligence derrière son mouvement, une volonté, un décret. Et cela soulève des questions que l'humanité n'a jamais vraiment eu à affronter, un vertige existentiel. Que ferions-nous si un objet capable de manœuvrer se dirigeait vers la Terre? Nous n'avons aucune défense contre des impacts d'astéroïdes de 5 km. La mission DART de la NASA a démontré que nous pouvons dévier des astéroïdes petits, 160 mètres de diamètre, avec des mois de préavis. Mais 3i Atlas est 35 fois plus grand, linéairement, 42 000 fois plus massif. Se déplaçant 3 fois plus vite, nous n'avons aucune arme qui puisse le dévier. Nous n'avons aucune bombe suffisamment puissante. Nous n'avons aucun lanceur assez grand. Nous n'avons pas assez de temps. S'il décidait de venir vers nous, nous ne pourrions pas l'arrêter. Cela devrait être terrifiant. Et cela devrait nous motiver à obtenir des réponses. Pas des réponses réconfortantes. Des réponses vraies. 3i Atlas a-t-il une propulsion? Si la réponse est oui, qui ou quoi
la contrôle? Quel est son but? Représente-t-il une menace? Ces questions ne sont pas de la science-fiction. Ce sont des questions scientifiques légitimes, basées sur des données d'observation réelles. Harvard les pose, le Congrès les pose, des scientifiques du monde entier les posent, et la NASA doit y répondre publiquement, complètement, sans évasion. Car s'il y a même 1% de probabilité que cet objet puisse manœuvrer vers la Terre, alors nous parlons d'un risque existentiel pour l'humanité. Et le risque existentiel exige une transparence maximale. Décembre 2025 apportera des réponses. La campagne IAWN détectera toute manœuvre. James Webb caractérisera la composition chimique en détail. Hubble capturera des images à haute résolution, tandis que l'objet atteindra sa proximité maximale. Fin décembre, nous saurons avec certitude s'il y a un nuage de gaz. S'il n'y en a pas, l'explication de la comète naturelle sera morte, et nous devrons accepter l'alternative. Technologie, propulsion artificielle. Intelligence, et alors, nous devrons poser les questions vraiment difficiles. D'où vient-il? Pourquoi est-il ici? Que veut-il? Et la question que tout le monde se pose, mais que peu osent poser à voix haute. Peut-il nous détruire s'il choisit de le faire? La réponse à cette dernière question, nous la connaissons déjà. 5,6 km de diamètre, se déplaçant à 58 km par seconde. Oui, il peut absolument nous détruire. S'il choisit de le faire, si quelqu'un choisit qu'il le fasse, si ce n'est pas aléatoire, et là est la vraie terreur. Pas qu'un astéroïde nous frappe, les astéroïdes sont un risque connu, un risque gérable, un risque que nous pouvons éventuellement atténuer avec la technologie. La vraie terreur, c'est que quelque chose avec de l'intelligence, quelque chose avec un but, quelque chose avec une capacité, nous évalue en ce moment même. Et que nous n'ayons absolument aucun contrôle sur ce qu'il décide de faire ensuite. Mais analysons les chiffres plus en détail, car la physique de l'impact est ce qui compte vraiment. Un objet de 5,6 km voyageant à 58 km par seconde a une énergie cinétique d'environ 4 fois 10 à la 23e joule. C'est 4, suivi de 23 zéros. Un nombre incompréhensible, converti en mégatonnes de TNT. Cela représente environ 100 millions de mégatonnes, 10 à la 8e mégatonne. L'impact de Chicxulub est estimé à environ la même magnitude. Certaines études parlent de 100 millions de mégatonnes, d'autres de 10 milliards. L'écart est important car il est difficile d'estimer l'énergie des impacts préhistoriques, mais l'ordre de grandeur est clair. Nous parlons d'un événement d'extinction mondiale. La vitesse d'impact détermine la profondeur du cratère. Des vitesses plus élevées créent des cratères plus profonds par rapport à leur diamètre, à 58 km par seconde. 3I Atlas pénétrerait profondément dans la croûte terrestre. S'il impactait l'océan, il vaporiserait instantanément des milliers de kilomètres cubes d'eau. La vapeur générerait un effet de serre massif. Mais avant que cela n'ait d'importance, les ondes de choc atmosphérique tueraient tout être vivant sur des continents entiers. S'il impactait la Terre, le matériel éjecté inclurait de la roche fondue, des milliers de milliards de tonnes de matériel projeté à des vitesses supersoniques. Une partie de ce matériel atteindrait la vitesse de libération, sortirait complètement du système Terre-Lune. Une partie retomberait comme une pluie globale de météorites incandescentes. Des incendies de forêts mondiaux suivraient immédiatement. L'ignition simultanée de la végétation sur plusieurs continents. La fumée et la suie s'ajouteraient à la poussière déjà dans l'atmosphère, bloquant encore plus la lumière du soleil. L'hiver cosmique durerait des années, possiblement des décennies.
Les modèles climatiques pour l'impact de Chicxulub suggèrent que les températures globales ont chuté de 15 degrés Celsius et sont restées ainsi pendant des années. Certaines régions ont connu des chutes de 30 degrés ou plus. Pour replacer dans le contexte, lors de la dernière ère glaciaire, les températures globales moyennes n'étaient que de 5 degrés plus froides qu'aujourd'hui. Ces 5 degrés ont suffi à recouvrir une grande partie de l'Amérique du Nord et de l'Europe de calottes glaciaires de kilomètres d'épaisseur. Une chute de 15 degrés serait 3 fois pire, instantanément. 100 ans d'adaptation évolutive, 100 ans de migration progressive, seulement l'effondrement soudain de tous les écosystèmes. L'agriculture échouerait complètement, pas seulement dans les régions directement touchées par l'impact. Globalement, les plantes ont besoin de lumière solaire pour la photosynthèse. Sans lumière solaire, pas de croissance. Sans croissance, pas de récolte. Sans récolte, pas de nourriture. Les réserves mondiales de nourriture dureraient environ 3 mois, peut-être 6 dans les pays bien préparés. Après cela, famine massive. Les villes deviendraient des pièges mortels, des milliards de personnes se disputant des ressources décroissantes. Effondrement de l'ordre social en quelques semaines. Les régions équatoriales auraient une meilleure chance de survie. Des températures de base plus élevées signifient que même avec une chute de 15 degrés, certaines zones resteraient habitables. Mais ces régions connaîtraient également le plus grand afflux de réfugiés climatiques. La capacité de charge serait rapidement dépassée. L'électricité tomberait en panne, pas immédiatement à cause de l'impact lui-même, à moins qu'il ne soit très proche, mais à cause de l'effondrement des systèmes de maintenance. Les centrales électriques ont besoin de carburant, d'opérateurs, de réseaux de distribution fonctionnels. Tout cela s'effondrerait dans le chaos post-impact. Sans électricité, pas de communication. Sans communication, pas de coordination. Sans coordination, pas de réponse efficace. Chaque région, chaque ville, chaque communauté serait isolée, confrontée à la crise seule. Les installations nucléaires seraient une préoccupation particulière. Il y a plus de 400 réacteurs nucléaires en activité dans le monde. Chacun nécessite un refroidissement actif, même après l'arrêt. Sans électricité, sans réfrigération. Sans réfrigération, une éventuelle fusion du cœur du réacteur. Potentiellement des centaines de fusions simultanées, libérant des radiations supplémentaires dans un monde déjà dévasté. Les systèmes médicaux s'effondreraient. Les hôpitaux dépendent de l'électricité, des approvisionnements, du personnel. Tout cela disparaîtrait. Les maladies infectieuses se propageraient sans contrôle. De simples blessures deviendraient fatales. L'espérance de vie chuterait à des niveaux pré-industriels en quelques mois. Et ce n'est que les premières années, les effets à long terme seraient pires. La couche d'ozone serait gravement endommagée par les oxydes nitreux générés dans la haute atmosphère par l'onde de choc de l'impact. Sans ozone, le rayonnement ultraviolet augmenterait drastiquement. Cancer de la peau, lésions oculaires, suppression du système immunitaire, dommages au phytoplancton marin. Les océans s'acidifieraient. Le dioxyde de carbone des incendies mondiaux se dissoudrait dans l'eau de mer. Le pH chuterait. Les récifs coralliens mourraient. Les populations de poissons s'effondreraient. Les chaînes alimentaires marines se fragmenteraient. La récupération prendrait des millions d'années. Pas des milliers, des millions. Le registre fossile montre qu'après l'impact de Chicxulub, il a fallu 5 à 10 millions d'années pour que la biodiversité retrouve des niveaux pré-impact. L'humanité n'attendrait pas des millions d'années. Les survivants reconstruiraient éventuellement, mais la civilisation technologique serait probablement perdue. Les connaissances scientifiques se fragmenteraient. La technologie reculerait. Considérez à quel point notre technologie actuelle dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une puce d'ordinateur nécessite des matériaux provenant de dizaines de pays, des processus de fabrication impliquant des milliers d'étapes.
une expertise distribuée sur des continents entiers. Tout cela disparaîtrait, et sans l'infrastructure pour le supporter, il ne pourrait pas être facilement reconstruit. Les survivants auraient des connaissances, mais sans les outils pour appliquer ces connaissances, les connaissances elles-mêmes deviendraient inutiles avec le temps. Les générations suivantes perdraient des détails. Les histoires deviendraient des légendes. Les légendes deviendraient des mythes. Dans 1000 ans, la civilisation pré-impact serait remémorée comme un âge d'or mythique. Si elle est encore remémorée, tout court. C'est là la véritable horreur d'un événement d'extinction à l'échelle de Chicxulub. Pas seulement la mort. La mort est inévitable pour tous. L'horreur, c'est la perte de tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons accompli en tant qu'espèce. 10 000 ans de civilisation, effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé, et 3i Atlas a le pouvoir de faire exactement cela. La question alors devient, peut-il se diriger vers nous? Les preuves indiquent qu'il possède une sorte de système de propulsion. L'accélération non gravitationnelle est inéquivoque, mesurée par plus de 200 observatoires, indépendamment. Ce n'est pas une erreur de mesure, ce n'est pas un artefact de traitement des données, c'est réel. Mais l'accélération ne signifie pas nécessairement une capacité de manœuvre à grande échelle. Une comète naturelle, avec un dégazage asymétrique, peut également présenter une accélération non gravitationnelle. Et sans preuve du nuage de gaz, nous sommes en terrain inconnu. Il pourrait s'agir d'une propulsion technologique. Il pourrait s'agir d'une physique exotique que nous ne comprenons pas. Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel qui imite la technologie parfaitement. Nous ne le savons pas, et c'est la conclusion honnête. Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est ceci. L'objet a la taille pour éteindre l'humanité. Il a la vitesse pour libérer une énergie comparable à Chicxulub. Et il présente un comportement qui défie l'explication naturelle conventionnelle. Ces trois faits combinés devraient suffire à justifier une attention maximale, une transparence maximale et une préparation maximale. Parce que même si la probabilité d'impact est faible, même si elle est de 1%, même si elle est de 0,1%, le risque est trop grand pour être ignoré. Le risque, c'est la probabilité multipliée par la conséquence. Lorsque la conséquence est l'extinction de l'humanité, même des probabilités minuscules entraînent un risque inacceptable. Et c'est pourquoi la NASA doit rendre les données publiques. Les images de IRIS, les analyses spectroscopiques, les modèles de trajectoire, toutes, parce que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un exercice académique, ce n'est pas un divertissement, c'est possiblement la question la plus importante que l'humanité ait jamais affrontée. Sommes-nous en train de voir l'objet qui mettra fin à notre civilisation? Décembre dira la vérité.